Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là! Ah! Cette semaine, on parle de la représentation non-binaire non-humaine. Et bien sûr, pour pouvoir parler d'un sujet comme celui-là, j'ai besoin d'un invité parce que je ne suis pas si intelligent que ça. Puis on pourrait même dire peut-être que je ne suis même pas aussi ouvert d'esprit que ça. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je ne suis pas le meilleur être humain sur la planète. Je ne sais pas quoi faire. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai un invité et on va poser évidemment à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, je suis une des sœurs entre les deux. Une de ceux entre les deux. Oui, Parce que oui, effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, ceux entre les deux, dans mon introduction, tente d'inclure les personnes non binaires, juste comme d'une ça, tu manière que sais. la plupart des médias ne feront jamais. Mais Thomas Sanders l'a fait avant moi. Donc, sauf que lui, il dit clairement, là, and non-binary folks. Moi, je voulais être original. Tu sais, je voulais faire comme, parce que Mhm. j'aime ça être différent. Je cherche l'attention. Vous en êtes pas rendu compte, j'ai un podcast. Bref. Écoute, je vais commencer avec une question que beaucoup de personnes pourraient se poser, particulièrement les personnes un peu plus âgées qui écoutent mon podcast, mais il y a des personnes plus jeunes aussi. Et J'ai des déjà personnes eu jeunes des aussi. questions de personnes plus jeunes aussi, donc je ne vais pas dire que c'est la faute des vieux. Je ne mets pas la faute sur vous, personnes âgées. J'ai fait du agisme, j'en suis désolé. Donc, Jonathan, mais qu'est-ce qu'être non-binaire exactement? En fait, être une personne non-binaire, donc mon Dieu, par où commencer? La non-binarité, en fait, c'est un terme parapluie, OK? Puis ça veut dire que c'est un concept qui regroupe plusieurs différents concepts. Bon. Euh, Être une personne non-binaire, ça veut dire faire partie de la communauté trans, donc ne pas s'identifier au sexe à laquelle on t'a identifié à la naissance. Plus précisément, être non-binaire, ça veut dire que tu peux donc t'identifier donc soit dans la fluidité dans le moule là, binaire typiquement homme-femme. Donc, soit tu peux être dans la fluidité entre les deux genres, soit tu ne peux ne pas t'identifier à aucun des deux. Il y a certaines personnes qui vont se sentir plus d'une manière que d'une journée que de l'autre. C'est en gros une manière de vivre son identité de genre d'une manière qui n'est pas euh, Séparé rec- entre hommes-femmes. ben, c'est exactement OK. ça. Donc juste pour être sûr que je comprends, donc les trans sont considérés comme étant non-binaires. Ben, non, mais toutes les OK. personnes non-binaires sont considérées comme trans. Ah, OK, ils sont considérés. OK. Oui, J'ai juste fait c'est l'autre ça. côté à la place. Un peu sur le principe de un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Là. C'est exactement ça. OK. Puis aussi, une question que j'avais par rapport à ça, parce que souvent avec la non-binarité, genre les gens, comme la plupart des questions que je reçois souvent, c'est, puis en plus, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais c'est Mhm. comme, mais là, je ne comprends pas, ils sont-tu les deux en même temps? Ils sont-tu pas les deux pas en même temps? Souvent, quand tu essaies d'expliquer, non, c'est plus large que ça. Comme, tu Mhm. ne peux pas leur chanter Umbrella de Rihanna parce que ça n'explique rien. Mais, mais c'est de comprendre, dans le fond, que, mettons, une personne gender fluide qui, une journée, va se sentir homme, une journée, va se sentir femme, ça fait partie de la non-binarité. Une personne qui n'a pas l'impression de correspondre aux valeurs sociétales d'hommes et femmes, c'est une personne non-binaire, mais une Mhm. personne aussi qui est en dehors de ce spectre-là, qui est en dehors des cercles qui s'entrecroisent, est aussi considérée non-binaire. Oui. Donc, c'est ça qui est important dans le terme parapluie, dans le fond, que tu disais là. Oui, en effet. Puis, tu sais, on peut aussi même retrouver justement des personnes à genre vont même tomber dans le parapluie non-binaire, en fait, où est-ce que ce serait une personne qui ne s'identifierait pas à aucun genre du tout. OK. Donc, qui ne s'identifie pas à aucune des conceptions de genre qui lui est présente. Genre.
Fait que dans le fond, c'est ça qui est important de comprendre, puis c'est souvent parce que c'est souvent ça que les gens ont, selon ce que j'ai compris. Ben, moi, Mhm. au lieu d'aller ça, je vais dire comme j'avais beaucoup de BIA moi-même Mhm. auparavant contre les personnes non binaires, on va être honnête. Et la raison pour laquelle, c'est que je ne comprenais pas. Je Mhm. ne comprenais pas c'était quoi, je ne comprenais pas. Puis, tu sais, genre, dans ma tête, c'était comme je voulais une définition claire, nette et précise de c'est quoi être non-binaire. Parce Mhm. que je n'avais pas cette compréhension-là que c'est un terme parapluie qui englobe différents types différents de choses. Donc, une fois qu'on comprend ce concept-là, c'est plus facile. Donc, Oui. Puis, tu sais, c'est une incompréhension de la différence, en fait, qui est très populaire, là. Tu sais, comme, ben, je dis populaire, mais dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là, là. Tu sais, comme moi-même, là, j'ai fait beaucoup de travail activisme là, dans la communauté LGBT, puis ça m'a pris un temps à comprendre ces concepts-là. Puis, je veux dire, dans notre société à nous, c'est des conceptions qui peuvent nous paraître nouvelles. Par contre, tu sais, c'est important de comprendre que c'est vraiment pas une identité ou une manière de se reconnaître qui est nouvelle en tant que telle. Il y a des conceptions non binaires qui ont été faites, qui peuvent être retrouvées en fait dans plusieurs cultures à travers tout le monde. Puis même ici au Canada, donc les personnes de plusieurs différentes nations autochtones peuvent s'identifier comme étant bispirituel. Puis c'est un concept qui n'est pas nécessairement la non-binarité, mais qui fait écho à la non-binarité. Euh, tu sais, toute cette perte de compréhension-là de le genre comme étant autre chose que homme-femme, c'est un petit peu un résultat de la colonisation, mais ça serait un autre épisode à faire. oui, effectivement. Donc, juste rappeler que à travers toute l'histoire, ça existait déjà. C'est juste qu'il n'y avait pas de terme pour englober tout ça non plus. Tu sais. Oui, puis l'Internet a corrigé ça. Vive Internet! Vive Wouh! l'Internet! J'ai appris à vivre grâce à Internet. Non, c'est pas vrai. Ça n'existait pas, moi, quand j'étais jeune, Internet. Oh mon Dieu, same. Oh mon Dieu. Comment aliéner tes auditeurs les plus jeunes en disant que tu es plus vieux Google? Oh my God. Avoue, hein? Écoute, je ne sais pas, j'ai jamais dit mon âge. Mais je ne le dirai pas. Mais bref, je suis un vieux Christ. Mais sinon, donc, on est ici aujourd'hui. On voulait parler un petit peu, expliquer c'est quoi la non-binarité parce que c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement. Puis, je suis sûr qu'on a survolé le sujet, là, c'est clair. C'était juste pour Ouais, mettre une base sur ce de quoi on va parler aujourd'hui. ouais, Moi, personnellement, les experts qui m'ont expliqué c'était quoi la non-binarité, c'est toi et partenaire, ton ouais. partenaire. Excuse-moi. Je dois avouer que pour moi, c'est vous les experts. Donc, donc, on voulait parler de la représentation non binaire, non humaine. Oui, puis j'ai une raison pour ça, en fait. Donc, en général, là, tu sais, la popularisation des concepts d'être une personne non-binaire, tu sais, ça a pris place dans les médias mainstream dans les dernières années récemment. Ça a pris beaucoup de temps et de travail pour pouvoir se rendre là. Mais par contre, il y a eu plusieurs conceptions, puis des représentations en fait non-binaires qui se sont faites dans les médias avant qu'il y ait des personnages non-binaires qui se disent non-binaires. Par contre, faut savoir les reconnaître. Puis, c'est c'est important pour moi de spécifier la représentation non-binaire, non humaine, parce que la fiction, en fait, historiquement, ça a toujours été comme une manière vraiment incroyable de pouvoir normaliser des expériences sociales d'une manière pas menaçante. Puis, tu sais, ça permet à l'auditeur en général de n'importe quelle émission de télé ou de film ou de quelque chose comme ça, de s'imaginer en fait euh, une manière de vivre qui est très loin de la nôtre, de ce qu'on considère être nous, puis de pouvoir en fait nous ouvrir l'esprit à d'autres manières d'être quelqu'un d'autre. Généralement, donc, les personnes non binaires, ça s'est exploré donc à travers la représentation non humaine.
Ouh! Ouais, j'ai des gros mots aujourd'hui, mais Écoute, suivez-moi puis ça va être le fun. non, c'est ça. Mais moi, je suis comme. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, attends, qu'est-ce que c'est? Puis, ah oui, ok, je suis dans un podcast, mais je suis juste en train d'écouter, je suis comme, ouais, avec la face qui. Ouais, ouais, Ok, excuse-moi. Je suis comme pas correct. habitué. Je suis pas habitué, tu sais, d'habitude, comme je disais avant le podcast, d'habitude, c'est moi qui parle, puis c'est moi qui enterre le monde. Là, aujourd'hui, ça va être toi, là. Inquiète-toi pas, je vais mettre Mais, une fleur sur ton tombeau. super. Tant que c'est pas une rose rouge, là, comme moi, je suis ça poche. Tu sais, je me dis, quand à mettre des fleurs sur une tombe, au moins, soit fucking original, tu sais. Je sais pas, mais moi, des pissenlits. Non, c'est pas vrai. Euh, donc, tu voulais commencer, je pense, avec ceux qui sont à la télévision. C'est bien ça? En effet, je pense que c'est comme une bonne manière de commencer. Puis je pense que c'est là où j'ai trouvé le plus de représentation assez intéressante puis diversifiée à pouvoir parler. J'aimerais ça pouvoir donc, sautons à pieds joints. Commençons avec l'émission Doom Patrol et le personnage le plus attachant pour beaucoup de l'auditoire, Danny Larue. Danny the Street. Yes. Danny the Street, qui est donc un personnage qui... Donc, on y va tout de suite dans la non-humanité. Danny est une rue. Littéralement. Oui, une rue qui est consciente et est une personne. Le sous-entendu est probablement que c'était une personne qui est devenue une rue au fur et à mesure qu'elle a développé son pouvoir. C'est pas clair, c'est pas ça l'important. Mais On n'est pas trop sûr de comment qui est devenu une rue. Tu sais, c'est pas nécessairement très expliqué. non, puis c'est pas vraiment nécessairement ça l'important non plus. Non, exactement. Danny est donc et donc, c'est ça, une rue qui se considère en fait comme un refuge pour les personnes étranges, les outcasts, des personnes qui sont pauvres et délaissées de la société. C'est un personnage qu'on retrouve puis qui est très attachant parce que, donc, même s'il ne parle pas de vive voix, généralement, c'est avec des affichages écrits qu'il fait apparaître sur sa rue. Puis c'est plein de personnalités, puis fait de manière différente, puis unique. Puis on reconnaît donc chez Danny une personnalité vraiment flamboyante. Puis c'est très attachant comme ça. Au niveau de la non-binarité, Danny a eu plusieurs itérations donc à travers les années. Tu sais, Doom Patrol, ça a commencé à être étant comme un comique avant d'être un show télé. Au tout départ, en fait, donc Danny était considéré comme étant un homme travesti qui est devenu une rue. OK. Mais ça a changé avec le temps. Puis comment je dirais, Dans le show dans, télé. en fait, c'est que oui, ça a changé avec le temps. Puis je vais revenir au show télé après, mais j'ai appris en faisant mes recherches pour ce fabuleux podcast que Danny, de Danny the Street, en fait, s'appelle comme ça parce qu'elle est basée donc sur une drag queen qui a vraiment existé qui s'appelle Danny Larue. Oh! Ouais. Fait que Ah! donc, elle était décrite comme étant genre un homme travesti parce qu'elle était basée donc sur une drag queen. Puis, c'est ça qui est vraiment intéressant à propos de Danny, entre autres, c'est que, tu sais, maintenant, dans le show télé, une chose qu'on voit, c'est que c'est un petit peu le mot d'un village gay qui se promène partout Ouais, avec un c'est un. bar de drag queen, puis de plein de personnes outcast dessus. Puis un des Euh, personnages principaux qui vit sur Danny Larue, parce que oui, les gens vivent sur Danny Larue, c'est mhm. aussi une drag queen. Oui, en effet. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que comme si tu retrouves ces éléments-là à travers. Aujourd'hui, Danny est reconnue comme étant une entité genderqueer, donc qui utilise des pronoms they, them, donc en français, qui seraient donc les pronoms yel, probablement. On ne peut pas y demander parce qu'il ne parle pas français, mais c'est ça. Mais sûrement, ils Euh, doivent le mentionner dans la version française de Doom Patrol, s'il y en a une. je te dirais que je ne suis pas la personne qui va écouter la version française de Doom Patrol. Moi non plus. C'est ça. Donc, il y a ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Ce qui est vraiment cool, en fait, c'est que le créateur du personnage au départ, le créateur du personnage, Danny the Street, donc,
a vraiment apprécié que le personnage de Danny DeStreet puisse devenir quelque chose d'autre. Donc, qu'il puisse évoluer, en fait, parce qu'au départ, tu sais, il disait que quand il avait eu l'idée pour créer ce personnage-là, il n'y avait pas nécessairement les bons mots ou les bonnes manières de pouvoir exprimer ça. Puis tu vois, exprimer genderqueer qui se retrouve dans ce fameux parapluie non-binaire, donc qui ne s'identifie pas nécessairement à un genre précis, qui considère le genre comme étant quelque chose de fluide et flou. Et donc, c'est cela. Pas que Puis, c'était dans un le fond, concept, c'est pas que c'était un concept qui n'existait pas à l'époque, mais on n'avait pas le mot pour l'expliquer, genre, on n'avait pas le mot précis, ouais. genre. Ouais, mais tu sais, comme, Danny the Street, je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'il a été créé, mais ça devait être dans les années 80, là, fait comme, tu sais, on était beaucoup plus proche des drag queens qu'on était proche des personnes non-binaires dans le temps, tu sais. Ouais. Fait que, mais disons que le créateur était donc bien content de pouvoir le mettre au goût du jour parce que, tu sais, ça a toujours été un fan favorite et ça le demeure aujourd'hui. C'est mon personnage préféré dans Doom Patrol. Écoute, à chaque fois qu'on voit Danny the Street, je suis comme. Puis tu sais, je sais pas, t'as-tu vu la saison 2? Oui. Puis, tu sais, comme dans la saison 1, c'était beaucoup, genre, ils montraient le côté Happy Joy Joy de Danny the Street. Dans la saison 2, il montre tellement plus son côté émotif, son côté émotionnel. Puis j'étais comme. Ah. Oui. Puis comme Danny the Street, ce que j'aime beaucoup à propos de cette personne-là, c'est que c'est une très belle représentation de la famille choisie. Puis tu vois aussi ça dans la deuxième saison, qui est dans le bout qui est plus triste, disons. Où est-ce que comme tu vois l'effet rassembleur qu'une personne comme Danny puisse faire. Puis c'est ça qui est vraiment L'effet qu'une personne peut avoir dans le cœur de personne, puis de là où la famille choisie va être prête à t'aider, puis à faire en sorte de te rendre meilleur, puis de t'aider dans les situations difficiles, tu sais. Oui. Puis, c'est ça. Fait que je te dirais que, en fait, l'identité non-binaire de Dani est pas mal centrale, en fait, à la manière dont dont elle interagit puis vit à travers l'univers de Doom Patrol. Puis, je pense que comme la manière dont c'est fait, puis la manière dont ça a toujours été comme considéré comme étant positif, puis un point de fort, je pense que je considérais entièrement Dani comme étant de la représentation positive. Puis Danny, en même temps, elle est comme vraiment mentionnée. Tu sais, c'est dit que Danny de Street, elle est non-binaire. Tu sais, c'est pas sous-entendu, c'est pas genre de on va dire il, mais on sait bien que. Non, non, c'est clair, net et précis. C'est mentionné, c'est dit, c'est. Ouais. C'est. Je pense que dans les premiers moments où tu rencontres Danny, c'est établi dès le départ. Oui. Puis même que je pense que c'est comme, moi, comme dans ma tête, ça a fait comme, le personnage est une rue non-binaire. Ça a comme vraiment fait de, oh, c'est trop en même temps. Premièrement, comment quelqu'un peut être une rue? Puis là, la rue est non-binaire. Ah oh, là, hey, mindfuck. Mais en même temps, je trouve que comme c'est une bonne manière d'expliquer, en fait, c'est justement cette réaction-là à c'est quoi être une personne non-binaire. Tu sais, c'est aussi abstrait puis farfelu pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au concept que d'être une rue. Puis je pense que comme c'est une très belle représentation visuelle du concept en tant que tel. C'est ça. Oui, j'approuve. Je suis d'accord avec toi. Je pourrais difficilement ne pas l'être. Parfait. Donc, si tu me le permets, j'enchaînerai Oui. bien à partir de maintenant. Oui. Donc, allons donc dans l'univers de She-Ra. Donc, celui-là, tu es pas mal tout seul parce que je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté Je encore. sais. Mais je vais te donner le plus de Mais contexte possible. je dois avouer que je ne l'ai pas mis dans ma liste non plus. Donc. Oh mon Dieu. OK. Oh, boy, que je suis sur le bord de donner une fessée, mais bref. Donc, OK, comment y aller? Ça t'a perturbé que je te dise que c'était pas dans ma liste, hein? Oh, écoute, j'ai tellement de réactions vives en ce moment.
Surtout que je me rappelle t'avoir donné une recommandation expressément pour cette show-là plusieurs fois. Mais bref, avant que je te tue, procédons. Look over there! Non. J'ai ça. Donc, double trouble. Oh boy. Donc, Double trouble. well, double trouble. OK, mais ouais, dis-le en anglais, s'il te plaît. OK, bon, double trouble. Parce que double trouble, ça ressemble à un film fait avec les jumelles Olsen, genre. Ça sonne aussi. Non, je vais skipper cette joke-là. Bref, donc, dans l'univers de She-Ra, She-Ra est une femme qui était originellement partie d'une rébellion alien sur une planète qui est menée par différentes princesses dans différents kingdoms. Bref, OK. ça c'est la base. Puis, au fur et à mesure que la rébellion et les princesses se battent, au fur et à mesure, ça s'aggrave, les manières changent. Puis, il commence à avoir un contingent de princesses qui se forme pour avoir une union, puis tout. Un peu comme les Sailor Moon, mais avec des princesses. C'est ça. OK. J'en connais très peu sur Sailor Moon, mais je vais dire que de la manière dont je me rappelle de l'esthétique puis de l'idée des pouvoirs, c'est pas mal accurate. OK. Fait qu'il y a ça. Donc, l'idée étant que vient un point où est-ce qu'on est introduit au personnage de Double Trouble. Double Trouble qui est une personne qui opère beaucoup plus dans la fluidité du genre. It is a lizard person. C'est une personne qui est un lézard anthropomorphique, OK. puis qui est donc un shapeshifter. Il peut Se transformer. donc, oui, donc Double Trouble peut prendre l'apparence de n'importe qui, imiter son ton de voix, imiter donc son look, ses vêtements. Mais Double Trouble peut seulement imiter des personnes qui existent déjà ou peut inventer un corps? Il ne peut pas inventer un corps, il ne peut qu'imiter les personnes autour d'eux. OK. Donc, imagine-toi que Double Trouble, c'est un petit peu l'effet miroir. Puis c'est un petit peu pour ça son nom, dans le fond, Double Trouble, c'est qu'il peut juste être le double d'une personne pour après ça foutre le trouble. C'est littéralement tout ça, son personnage. Un peu comme Mystique dans X-Men, genre. Oui. Un peu comme Mystique dans X-Men. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est le même type de pouvoir. Double Trouble est identifié comme une personne non-binaire spécifiquement dans l'émission. Va donc par les pronoms they, them. Pour le bien de notre conversation en français, on va utiliser le terme yel. Donc, c'est ça. Quelques points que j'en partant, je pense que l'idée, donc, d'avoir un personnage non-binaire qui est capable de justement avoir cette habilité-là de changer sa forme, de changer sa voix, puis qui, en plus, exprimer que ce personnage-là, donc, est vraiment fluide dans le genre dès le départ. Je trouve ça vraiment intéressant parce que comme tu as justement cette exploration-là de la non-binarité où que certaines personnes vont donc pas nécessairement se situer en dehors du cadre ou plus dans un que dans l'autre, mais comme donc vous pouvoir comme naviguer à sa guise, puis de sentir un jour plus comme d'une manière que d'une autre. Puis il y a une belle représentation de la non-binarité sur ce point-là. Cependant, OK. Tout n'est pas rose dans le jardin de She-Ra. Non, tout n'est pas rose dans le jardin de She-Ra. Double Trouble est donc littéralement introduit comme une personne qui va jouer le rôle d'espion-espionne au sein de She-Ra. Donc, lorsque ça devient très problématique, en tout cas... Donc, Yel est méchant. Oui, non, Yel est une personne méchante. Mais en fait, Yel, sa moralité se situe envers Yel-même seulement. OK. Donc, il joue... C'est Double Trouble avant tout. Oui, c'est ça. Fait comme Yel joue beaucoup pour le méchant, puis éventuellement, comme voit que ses allégeances vont peut-être shifter dépendamment du gagnant, genre. OK. Puis ce qui est vraiment iffy, selon moi, en fait, c'est le fait que comme l'idée qu'une personne peut se déguiser puis se faire passer pour une femme pour infiltrer un espace de femme, puis donc c'est
c'est une rhétorique qui est utilisée souvent contre les personnes trans et les personnes non-binaires en général. Ça a été souvent des arguments qui ont été mis de l'avant par des personnes conservatrices. Ah, que c'est comme une déception, genre Oui, ça, c'est un terme anglais. C'est quoi le terme français? un mensonge, Ben non, mais comme une deception dans le tricherie. sens. Oui, une tricherie, un- Mais c'est ça, c'est ça que je trouve un petit peu. Tu sais, j'apprécie le fait que comme bon, il peut changer de shape puis tout, mais comme l'idée que comme c'est une personne qui s'infiltre dans des espaces, puis qui va donc après ça comme être là juste pour foutre le trouble, puis juste être là pour comme ça va un peu dans le sens des clichés qu'on peut avoir envers les personnes non binaires, genre. oui, ben c'est Que, ça. parce Qui que vont pas souvent, nécessairement être honnêtes sur leur identité, qui vont juste se faire semblant pour aller à quelque part qui ont pas d'affaires à aller. Genre. puis c'est un des clichés que les gens ont aussi de comme, bon, soit ils font ça pour se rendre intéressant ou ils font ça pour jouer à un jeu ou, tu sais, comme c'est des clichés qui existent puis des billets qui existent. Là. Oui. Fait que c'est un petit peu, c'est comme jouer sur ce biais-là, mais en même temps en essayant de faire Ouais. accepter, ouais, je peux comprendre. Mais en même La, temps, la ligne ça, est mince. la ligne est mince aussi dans le sens où, tu sais, parce qu'on veut beaucoup de représentation LGBTQ plus dans tous les niveaux, mais souvent, j'ai tendance à remarquer que quand une trans, un homosexuel ou n'importe quelle personne qui fait partie de la communauté va avoir un rôle de méchant, on a tendance à faire comme bon, ça y est, c'est un méchant, non, c'est de l'homophobie, tout ça. Mais en même temps, puis ça, c'est mon opinion à moi. J'aime le Mhm. principe qu'on puisse être méchant aussi. C'est Oui. sûr que si tous les personnages LGBTQ étaient méchants, puis on va se dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qui devrait par rapport à Mhm. la représentation qu'on a. Mhm. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'ils peuvent être des méchants pareils. Là, Oui, comme, puis honnêtement, genre, je suis du même avec toi. Parce que comme en tant que tel, tu sais, je suis là pour la représentation, j'adore ça. Mais on peut pas non plus s'attendre que la représentation qu'on va recevoir va toujours être une représentation, genre, de bonnes personnes. Tu sais, parce que à quelque part, représenter la communauté LGBT, c'est aussi représenter ses trous de cul. Mais ouais. Puis malheureusement, la communauté LGBT est comme la communauté hétéro. On a du bon monde, puis on a du mauvais monde. on a plus de bon monde. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, tu sais, j'étais, disons, à cheval sur l'idée OK. d'amener Double Trouble à l'épisode aujourd'hui. Puis je te dirais qu'en écoutant l'émission, j'étais à cheval sur son cas tout le long. OK. Par contre, je trouve que c'est important comme représentation. Je trouve qu'à quelque part, ça a été bien fait, puis que ça a été bien pensé. Puis je pense que, veux pas, ça peut mener à une conversation, puis je préfère autant avoir une conversation que pas. Oui, exactement. Fait que Puis c'est en même ça. temps, ça ouvre la conversation aussi avec, parce que Shira, ça reste quand même un show pour personnes plus jeunes, Oui, j'imagine. Fait que oui. ça ouvre à avoir justement la conversation avec nos enfants, la conversation avec nos jeunes, tout ça. Donc, ce qui est quand même une excellente chose selon moi. T'sais. Doom Patrol, c'est un petit peu plus pour adultes, mettons. T'sais. C'est Oui. comme. Là, on peut avoir des discussions avec nos adultes, puis leur expliquer comme. Oui, c'est exactement ça. Oui, Donc, oui, on continue. oui, c'est correct. Mais passons au prochain, un que je sais que tu as dans ton cœur. Euh, Bimo de Adventure Time. Bimo, 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 excusez. Donc, c'est ici où est-ce que tu peux reprendre ta position d'expert, car malgré mes recherches, je vais t'avouer que j'ai trouvé beaucoup plus d'informations à propos de comment est-ce que BMO pouvait des fois ressembler à un Game Boy Advance, une Sega, une Nintendo 64, une vieille ordi, que n'importe quoi sur son identité de genre. Ben, Ce que j'ai... Bimo a toujours principalement eu le même physique, mais il joue un peu là-dessus aussi. Tu sais, comme, t'es pas trop sûr quel genre de console que c'est. Puis, mais tu sais, comme, des fois, il y a des boutons que tu pèses dessus, des fois, il y a des manettes, des fois, comme, tu sais, Bimo, t'es jamais vraiment sûr. Puis, en même temps, c'est dur à dire c'est quoi le.
ce personnage non-binaire, là, je m'en ai dit, c'est dur de dire c'est quoi son sexe, mais il y a une raison pourquoi. Mais je veux dire, il y a toujours quelque chose de bizarre à propos de BMO. Bimo, là, il est comme. Bimo, là, il est spécial. On va dire Yel parce que je ne suis pas sûr moi-même de mon côté. Ben, en fait, de mes recherches, ce que j'ai pu voir, c'est que Bémo est référé souvent comme étant, donc, en fait, c'est un robot à genre, qui n'a pas de Oui, genre en tant que tel. Puis, il utilise les pronoms il dans oui. l'émission. Fait qu'on Ben, peut utiliser c'est les là, pronoms il. OK. Ben, c'est là que ça me fuck parce que Bimo, justement, utilise il, mais Bimo n'a pas nécessairement, c'est ça, de sexe dans le genre où, tu sais, on ne va pas le considérer comme un gars ou une fille ou tout ça. Mhm. Il est vraiment considéré comme étant cette machine-là. Et Bimo, ce qu'il y a de le fun avec ce personnage-là, c'est que Bimo embrasse ce côté-là de je suis bizarre, but I don't care, genre. Puis il n'y a personne autour qui va faire des comme. Il n'y Parce a que pas de jugement. exactement, on accepte Bimo comme elle est, puis comme il est, excusez. Parce que ce qui me bug, c'est parce que BMO, la voix de BMO, c'est une femme qui l'a fait aussi. Fait que ça aussi, ça bug. Ah. Fait que, tu sais, comme moi, dans ma tête, tu sais, comme il disait il dans la série, mais moi, dans ma tête, c'était un elle. Tu sais, même moi, des fois, je sépare les choses en binarité, là. Mais bref. Donc, puis Bimo, c'est quelqu'un qui va dire des affaires. Tu sais, le genre de choses random, un peu comme dans, tu sais, le film avec les filles qui jouent de la capella, là. Les filles qui chantent Euh, du a cappella, là. Pitch Perfect? Pitch Perfect. Tu sais, il y a une jeune demoiselle asiatique, comme ça, Ouais, 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 et on ouais. comprend presque jamais qu'est-ce qu'elle dit, mais quand tu lèves le son et tu écoutes ce qu'elle dit, elle va dire des affaires comme je suis l'enfant de Satan, j'ai tué toute votre famille, puis des affaires Oui. comme ça. Mais BMO peut faire des commentaires comme ça, out of nowhere, qui vont être juste random ou comme genre des idées de grandeur, donc de je vais dominer le monde ou je vais vous tuer pendant votre sommeil ou des affaires comme ça. Mais c'est pas quelque chose de réaliste, tu sais. Puis BMO va parler à un autre BMO dans le miroir, comme, tu sais, puis il se répond, tu sais. Puis c'est comme s'il y avait deux existences, puis à un moment donné, il y a même un épisode où il y a un switch qui se fait entre les deux. Fait que, Oh, tu sais, wow. Bimo, c'est vraiment le côté étrange, c'est vraiment le côté flyé d'un personnage qui est juste, qui embrasse toutes les facettes de sa personnalité puis qui doesn't fucking care ce que les gens vont dire autour, tu sais. C'est un personnage qui donne beaucoup dans son excentricité, dans le fond. Oui, exactement. C'est un personnage excentrique, c'est un personnage que du jour au lendemain, Bimo, lui, il se réveille le matin et il dit bon, aujourd'hui, je m'en vais dans une aventure. That's all. Puis son aventure, ça peut être de monter sur le toit, puis de sauter en bas, puis ça peut être n'importe fuck all, ça peut être fuck all, genre. T'sais? Fait qu'il est affectueux, mais il est aussi vraiment très random. Oui, exactement. Puis c'est ça. Autant qu'il peut être random, autant qu'il y a des idées de grandeur, autant qu'il care, il va être là pour ses amis quand ils en ont besoin. C'est comme la complexité aussi de tout ça. Et en même temps, c'est que Bimo est le seul un petit peu comme Jake the Human, pas Jake the Human, voyons. Finn the Human. Un peu comme Finn the Human, Bimo est le seul de sa forme. Mm-hmm. Et il ne sait pas c'est quoi sa. Tu sais, parce que c'est un robot, on s'entend. Il ne sait pas c'est quoi son programme principal. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est censé être, qu'est-ce qu'il est censé faire. Puis il y a une série d'épisodes qui est juste à propos de ça, de Bimo qui va dans le monde où que toutes les Jimo, Timo, Alami Babo, ça finit tout par mot. Là, pour essayer justement de trouver son créateur puis voir comme pourquoi est-ce que j'ai été créé. T'sais. Fait qu'il y a cette recherche d'identité-là aussi de, tu sais, comme oui, je me permets d'être qui je suis puis j'embrasse qui je suis, mais en même temps, je suis à la recherche de c'est quoi mon but, c'est quoi, quelle est ma raison d'être, tu sais. Fait que c'est ça. Excuse-moi. Non, c'est correct, mais d'un point de vue non-blanc, en fait, je trouve ça vraiment intéressant la manière dont tu me décris ça. C'est le fait que comme son corps est tout le temps changeant puis difficilement identifiable, que comme ça, je trouve que ça joue beaucoup dans la non-binarité du fait que comme
ça reste dans le mystique, puis dans l'idée que comme le pouvoir d'identification dépend beaucoup plus de BMO que d'autres choses, tu sais. Puis aussi le fait que tu me disais, le fait qu'il ne sait pas ce qu'il est censé faire, puis de sa recherche d'identité, c'est quelque chose qui est qui fait beaucoup d'écho, en fait, aux personnes non-binaires en général. Là. Oui, on t'a perdu le haut du visage encore. Tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui est. Puis, tu sais, je veux dire, personnellement, en tant que personne cis, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi exactement, qu'est-ce qui te fait arriver à découvrir ta non-binarité, mais je sais qu'est-ce qui te fait à découvrir puis à accepter que tu es une personne homosexuelle. Puis, je veux dire, c'est un cheminement, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de je ne sais pas. Puis j'imagine que quand on continue vers l'option de non-binarité, il y a tout un autre set de questionnements que je ne connais pas malheureusement parce que je ne me suis pas posé. Mais je veux dire, en fait, moi, je me considère plus pas comme pas un être humain. J'aimerais juste mieux pas être un être humain. C'est plus ça, surtout ça. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, c'est quelque chose d'autre. mais mais il y a ce côté-là où je me suis perdu dans ma pensée, mais dans ce questionnement-là de qui on est, puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la vie en général, mais beaucoup plus aussi dans la communauté LGBTQ+, puis aussi au niveau de est-ce que trans, tu sais, comme est-ce que je suis trans, est-ce que je suis non-binaire, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça? Tu sais, comme il y a tout ce questionnement-là qui doit comme frapper dans la face aussi, là, à un moment donné. Ben oui. Ça doit être, même si tu es une personne heureuse, même si tu es une personne qui embrasse sa personnalité, tu peux toujours avoir ce questionnement-là à l'intérieur de toi. Puis je pense que c'est ça que BIMO apporte beaucoup. J'apprécie beaucoup ça. Je trouve que c'est très bienveillant comme approche. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il n'est pas. BIMO n'est jamais mentionné non-binaire. Comme tu dis, ils utilisent il, tout ça. Moi, j'ai un L dans la tête, comme j'ai dit, parce que c'est une voix féminine qui la joue. Fait comme ça me mélange. Moi, j'ai beaucoup tendance à évaluer les gens avec la voix. Là. Ça, c'est un de mes problèmes qu'il va falloir que j'arrête. Là. Mais quand tu travailles au téléphone, tu as comme une espèce de pattern qui se crée dans ta tête. Là. Oui. Mais sinon, c'est un personnage très intéressant. Puis c'est un personnage qui est le fun de suivre l'évolution au cours de la saison. Puis ça, c'est une affaire qui est vraiment intéressante avec Adventure Time à la base. Tous les personnages, tu écoutes la saison 1, puis tu écoutes la saison 4 ou 5, puis tu n'as pas du tout les mêmes personnages. OK, ils ont beaucoup d'évolution. L'évolution est intense pour tous les personnages. Ben, je trouve ça vraiment cool. C'est bien. Puis pour finir, en fait, avec BIMO, ce que j'aimerais dire, c'est que, ce que tu disais, son identité, c'est pas une priorité, genre. Fait que, c'est pas nécessairement dit que comme c'est une personne non-binaire, c'est plus une lecture queer qui est apportée au personnage. Ouais. Par contre, je trouve que comme de la manière dont il est présenté, puis de la manière dont on a élaboré ça, je pense que ça vaut quand même la peine qu'il soit sur la liste. C'est tout. Ensuite, on a Janet, de The Good Place. Pour être honnête, je ne savais pas qu'elle était considérée comme non-binaire, non-humaine. Ben, non-humaine, oui, là, mais... Not a girl. Not a robot. Ça, c'est la chose qu'elle n'arrête pas de dire tout le temps, genre. Parce que... C'est vrai! Oui, elle n'arrête pas de dire tout le temps. Not a girl, not a robot, not a human. C'est la chose qu'elle n'arrête pas de répéter à travers tout le long. Wow, j'avais même pas fait le lien, vois-tu? Oui. Wow! Ben, écoute, je te dirais que commençons d'abord par décrire qui est Janet. Janet est un être céleste d'un pouvoir infini qui a un petit peu la fonction d'une intelligence artificielle de l'au-delà, j'imagine. À quelque part, même des fois, c'est pas clair à savoir si c'est même le moteur de fonctionnement de tout l'univers. C'est flou, hein? C'est vraiment flou parce que. Puis surtout qu'il y a plusieurs Janet aussi, là, comme ça me perturbait. Là. Ouais, les good Janet, les bad Janet, les Janet neutres, les disco Janet aussi. Oui. Il y a des Janet pour tout. Oui.
Par contre, ce qui est intéressant à propos de Janet, c'est que Janet a une présentation féminine. Puis donc, je veux dire, au premier regard, là, tu as à peu près l'idée que, en tout cas, The Good Janet, là, celle qui est la principale, te donne un petit peu le feeling que comme c'est la secrétaire du paradis, puis comme Oui. elle a toujours ce petit outfit à la Daphné de Scooby-Doo, là. Oh, c'est tellement vrai! Puis, dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'elle a une présentation très genrée en tant que telle, mais à n'importe quelle opportunité, en fait, où est-ce qu'on lui dit, genre, surtout de la part de Jason, qui est un personnage qui va éventuellement devenir son chum, à chaque fois qu'il dit, oh, you're my girl, à chaque fois on lui assigne un genre ou whatever, elle va toujours dire, not a girl. Puis si tu lui dis que c'est un robot, not a robot. Puis si tu lui dis que tu es un humain, mais not a human. Puis elle se définit surtout par opposition. Elle n'apporte jamais nécessairement comme une définition spécifique à son identité ou whatever. Encore une fois, je pense que c'est un de ces cas où est-ce que c'est plus une lecture non binaire du personnage, mais c'est quand même dans le texte parce qu'elle dit clairement que c'est pas une fille. Mm-hmm. Oui. Fait que c'est comme une espèce de façon subtile d'amener le sujet, si on veut. Genre. Oui, puis je pense que juste dans la manière dont le personnage de Janet est créé, tu sais, Janet, au départ, le principe étant que, bon, une Janet peut être donc une personne vierge, pas, ben, vierge dans le sens qu'elle est vide, puis dans le fond, elle s'enrichit donc au fil des contacts puis de ses relations avec les autres personnages. Puis tu sais, si tu prends Janet dans la saison 1, puis Janet à la fin de la saison, je vais dire 4, parce que je pense que c'est ça la finale. Je pense que oui. Ouais. Tu sais, à la fin, comme c'était une personne beaucoup plus riche d'avoir connu les autres. Puis je pense que comme cette idée que comme d'évolution sans cesse, puis je pense que comme puis de l'idée de se découvrir à travers sa relation avec les autres, c'est aussi quelque chose qui peut être retrouvé dans la non-binarité en général. Puis en plus, le principe veut que Jeannette sait tout. Oui. Comme elle est au courant de tout, elle sait tout, il n'y a rien qu'elle ne sait pas, tu sais. Fait qu'elle puisse, même qu'une personne qui a tout, qui sait tout, qui est comme ça, puisse avoir une évolution, ça aussi, c'est intéressant. Oui. Puis c'est aussi intéressant qu'une personne qui sache tout n'ait pas nécessairement comme le vocabulaire pour décrire exactement tout non plus, genre. Mm-hmm. Une autre chose qui était très intéressante par rapport de Janet, en fait, c'est qu'elle représente beaucoup l'expérience non-binaire, justement, à travers le fait qu'elle doit toujours, genre, se réaffirmer, tu sais. Être une personne non-binaire qui navigue un monde cisgenre pourrait, on a utilisé l'expression une couple de fois, mais cisgenre, ça veut dire s'identifier au genre qu'on t'a attribué à la naissance. Donc, naviguer le monde des personnes cisgenres pour les personnes non-binaires, en fait, c'est souvent donc être exposé à beaucoup de mégenrage, donc de ne pas reconnaître le genre dans lequel on s'identifie, puis de devoir toujours réaffirmer son genre. Puis je pense que comme De c'est quelque toujours être obligé de le redire comme elle a redit tout le temps, genre not a girl. Not a girl. Ouais, c'est exactement ça. Puis je pense que c'est comme une grande catégorie quand même d'expérience non-binaire de devoir toujours se réaffirmer, de devoir toujours remettre son pied à terre pour pouvoir montrer un petit peu de notre fierté pour notre identité, dans le fond. Je pense que comme c'est une manière d'explorer ça qui est comme importante parce que, tu sais, d'un coup, tu sais, ça reste ludique parce que, je veux dire, ça devient un petit peu sa catchphrase en tant que personnage puis tout. Mais je pense que, tu sais, si tu prends le temps de t'arrêter puis d'y penser, comme le show te demande de t'arrêter puis de penser à littéralement n'importe quoi, genre, je pense que c'est quand même important puis cool, en fait, de pouvoir avoir ce processus de réflexion-là mis à la télévision. Ça nous prouve aussi à quel point c'est facile de passer outre ce que quelqu'un dit sans d'écouter, mais pas d'entendre, mais pas d'écouter. Puis tu sais, surtout que comme elle a une apparence très cisgenre, fait comme c'est facile de se laisser aller à l'idée que comme c'est une femme, c'est une humaine, c'est whatever, tandis que comme c'est une représentation non binaire, non humaine, mais qui est un trompe-l'œil en fait au niveau des deux. Puis en même temps, je viens de me rendre compte qu'on parle de ça, puis je me rends compte que bien souvent,
ils vont pas nécessairement dire un il ou elle, mais ils vont dire a Janet. Ils vont Tu sais, toujours référer à Janet, comme si c'était sa propre identité, tu sais, sa comme propre pas espèce. sa propre espèce. C'est pas un homme, une femme, c'est a Janet. Ouais. Tu sais? Yeah, OK. Ça vient de me frapper, genre. Fait que, ouais. Oui. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, je veux dire, Janet, c'est comme mon coup de cœur, là. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à aimer à propos de l'émission The Good Place. Mais je pense que Janet reste dans mon top 2 vraiment facile. La manière dont je sais pas, la manière dont elle trouve toutes les petites joies à redécouvrir, en fait, à découvrir pour la première fois toutes les émotions humaines, parce qu'elle s'humanise au fur et à mesure de la série, puis comme, wow! Je pense que c'est la plus belle représentation de Dieu que j'ai vue. Parce que, disons-le, Janet, c'est Dieu. Oui, Janet, c'est clairement Dieu, genre. Moi, comme, je veux dire, il l'adresse un petit peu dans le show, mais j'ai l'impression que pour moi, genre, qu'est-ce qui nous dit que Dieu, là, c'est pas cassé en des milliers de Janet, genre. Comme, Exactement. en tout cas, moi, là, Ça, très bon option. ça reste à voir. Oui. Donc, ça ferait le tour pour Janet en tant que telle. Puis on pourrait enchaîner pour la Avec prochaine. Stevanie, ou en fait, littéralement n'importe quel gemme dans Steven Universe. Steven Universe, c'est le show LGBTQ par excellence. Là. En effet. Hey, honnêtement, là, sérieux, j'y pensais avant qu'on commence, là, mais je pense que Steven est littéralement le seul gem qui s'identifie comme homme spécifiquement, genre. Mm-hmm. Parce que toutes les autres gems sont pas mal, genre, codées comme étant des femmes, mais beaucoup sont juste straight up non-binaires. Oui. Ils n'ont pas de représentation masculine ou féminine, mais étant donné qu'ils ont des physiques féminines, on assume que c'est des femelles. Ouais. Tandis que, comme certains qui vont avoir une apparence plus butch, là. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu Steven Universe, les gems sont donc ben, une, une Une espèce race d'alien alien. invasive qui se sont déposés sur Terre dans le but de faire une colonie, là. Puis, De l'invader puis de détruire, là. ben, c'est ça. Puis, ben, éventuellement, les choses se sont calmées. Mais c'est ça. Puis il y Mais a un groupe de gemmes rebelles qui ont décidé non, nous, on va protéger la Terre. oui, puis il s'appelait Jam et les hologrammes. Mais Non, ça, c'est un autre show télé. come on, ris là, mais en tout cas, bref. Mais bref, ce qui est cool en fait à propos des gems, c'est que ils vont donc avoir sont techniquement que des roches qui projettent un corps à travers la lumière pour se faire comme le corps qu'ils veulent pour comme l'identité qu'ils ont. Ils ont généralement toute une apparence similaire dépendamment de telle roche qui viennent, mais ils ont toutes au moins des signes distinctifs, soit le placement du gemme ou juste en général C'est comme toutes des- les perles vont se l'esthétique. ressembler un petit peu, toutes les améthystes vont se ressembler un petit peu, mais ils vont Ouais, avoir des différences. ouais. Puis, les gems sont un petit peu organisés dans une société qu'on pourrait associer comme étant matriarcale, mais du fait que ça nous apparaît comme étant une race d'aliens qui est plus, je vais dire l'expression monogenre, donc qui est juste un genre ou un sexe. En fait, ça joue déjà avec notre perception de ce que c'est la binarité. Genre, parce qu'à partir de là, n'importe quelle fusion ou n'importe quelle manière d'exprimer la société va déjà être non-binaire. Mm-hmm. Parce qu'il n'y en a pas deux choix. Puis moi, je vois plus ça comme une société élitiste que comme une société matriarcale, dans le Ben, sens où les diamants ont une plus grosse valeur, donc c'est les reines, entre parenthèses. mm-hmm. C'est vraiment ça, en fait. Puis en fait, c'est très grosse. C'est une très grosse structure impériale colonisatrice. Là. C'est vraiment intense. Ça. Puis on pourrait littéralement faire tout un show d'analyse. En fait, on devrait se faire un épisode juste d'analyse de Steven Oui. Universe. Puis même encore là, les fusions entre gemmes de différentes
famille, comme les fusions, mettons, entre une perle et une améthyste, c'est très mal vu, puis tu fais pas ça, puis c'est dégueulasse, genre. Ouais. Ou plein d'affaires de même, tu sais. Fait que c'est comme... Il y a beaucoup de clins d'œil. C'est ça que je t'ai dit, ce show-là est queer, de Oui, A à Z, là. oui. En fait, ça a surtout été créé par une personne queer, ce qui est déjà comme un bon signe, là. Mhm. Mais spécifiquement, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est Stevonnie, donc le personnage de Steven qui fusionne avec sa meilleure amie Connie. Stevonnie utilise les pronoms they, them de manière très claire, nette, s'identifie en fait clairement là, donc comme un mix littéral entre un homme et une femme. Donc, ce ne se situe pas dans la fluctuation ou à l'opposé du cadre, mais littéralement au centre du cadre binaire auquel on est habitué. Encore une fois, une échelle différente que celle qu'on a parlé dans les autres émissions. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi. Mais, donc, c'est ça qui est cool à propos de Stefani. En fait, c'est que ce qui est cool, c'est que oui, c'est une représentation non humaine, ou en tout cas aux trois quarts non humaine. Oh non, au quart non humaine, bref. Mais, Ouais, ouais. parce Mais que Connie Steven est est à humaine, moitié, Steven est moitié-moitié. Fait que, ouais. aux trois quarts OK. humaine. Ouais. Mais ce que j'apprécie beaucoup, en fait, de la représentation de Stevanie, c'est à quel point, du moment où est-ce que Steven et Connie fusionnent, Stevanie arrive, devient une adolescente, puis littéralement, tout le monde trouve ça donc bien cool. Il n'y a absolument jamais eu de jugement ou de transphobie par rapport à Stevanie. Ça a toujours été comme « Oh my God, cette personne-là est badass. Oh mon Dieu, je veux que ce soit mon amie. Il faut qu'elle vienne à mon party. Il faut que je fasse une course de char contre Puis, ce qui est vraiment cool, en fait, c'est que Stevanie a toujours été célébré comme étant comme quelque chose de vraiment... quelqu'un, en fait, à célébrer. C'est ça que je trouve vraiment délicieux. Puis, il n'y a jamais eu de préjudice ou rien. Puis ça, je pense que ça fait beaucoup écho au fait que Rebecca Sugar est une personne non-binaire qui a créé le show en tant que tel. Mais ouais, c'est ça. C'est juste magique. C'est juste ce show-là, genre, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Oui, 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 parfait. j'approuve. Ben, c'est Pas, sûr. pas que mon cisgenre a besoin d'approuver, mais comme... Donc, un dernier exemple que j'aimerais pouvoir aborder aujourd'hui rapidement. Donc, on a passé comme à travers 5 différentes représentations de la part de la télévision, mais je pense qu'il y a 2 bons exemples dans la même série de jeux vidéo qui seraient super intéressants à aborder. La série de jeux Mass Effect, qui a déjà été feature sur ton podcast une couple de fois, mais ce qui est vraiment intéressant à aborder, ce serait donc la non-binarité qu'on peut retrouver dans justement Mass Effect. Oui, Shout out premièrement aux Geth. Donc, les Geth sont une race qui a un esprit de ruche à peu près. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais c'est le mot que j'utilise aujourd'hui. ben, c'est comme un esprit de ruche, mais une conscience collective. Oui, merci. Une conscience collective d'intelligence artificielle qui utilise les pronoms nous et they en général. Donc, les Geth explorent la non-binarité d'une manière qui, en fait, est vraiment random et fou parce que non seulement ce ne sont pas ils ne s'identifient pas comme homme ou femme, et elles ne s'identifient pas comme une personne unique en tant que telle. Donc, ils ne s'identifient pas comme des plateformes d'intelligence artificielle uniques dans différents corps, mais donc comme une collectivité qui s'exprime à travers différentes unités. Puis ça, c'est vraiment cool parce que c'est non seulement qu'ils n'explorent pas le genre, mais ils n'explorent pas l'individualité. Et même au contraire, parce qu'il y a un personnage qui est un guette, mais qui s'est coupé de cette conscience collective-là. Et Mhm. il est ostracisé, puis les autres guettes veulent tout simplement sa mort. Là. Oui. Puis c'est lui qui, en tant que tel, est capable, d'après ça, avec ton aide, là, les aider à être réhabilités, dans le fond. Mhm.
Puis c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu sais, les Geth en tant que tels, ça a apporté encore une fois une lecture queer. Pendant vraiment longtemps, ça a été l'ennemi numéro 1 dans Mass Effect, en tout cas numéro 2 au minimum. Là. Ouais. Puis jusqu'à ce que tu aies comme l'histoire complète, puis que tu réalises que c'était en fait des victimes de leur créateur. C'était des victimes qui avaient été manipulées, puis indoctrinées, puis euh, c'est quand même intéressant de pouvoir justement voir là, cette idée-là que comme, bon, c'était en fait des personnes marginalisées qui avaient Ils ont été subi, maltraités, ils ont été utilisés, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette entité-là pour se protéger. en effet. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir explorer non seulement comme cette espèce de non-binarité-là, mais en même temps d'explorer aussi les situations d'oppression qui peuvent se passer dans cette situation-là. Euh, Cela dit, tu as quand même l'opportunité de toutes les tuer une couple de fois. Mais Ouais. Tu as des choix à faire qui prouvent qu'est-ce que tu peux être dans la vie, mais ça, c'est une autre histoire. oui, tu peux être une bonne personne ou une personne qui fait des génocides. Donc, c'est ça. C'est ton choix. Écoute, Personnellement, oui, je ne dirais pas que mon personnage n'a pas fait de génocide, mais il n'a pas génocidé les guettes. Donc, écoute, same. Écoute, j'ai essayé de faire un playthrough evil de Mass Effect, puis je te dirais qu'à chaque fois, j'étais comme, non, mais je peux pas être xénophobe. Je peux pas. Je peux juste pas. ah, mais il y a des choses que ton personnage peut dire ou faire, puis tu es comme, non, non, je peux. Comme en tant qu'être humain, je peux juste pas faire ce choix-là. Non, je Comme, sais. c'est un peu comme dans Until Dawn, comme à un moment donné, tu as un fusil, puis tu as le choix de tirer sur plusieurs affaires différentes, Ouais. puis il y a un écureuil qui est là. Comme, Oui. moi j'ai tiré sur l'arbre, puis tout ça, puis aucune question, je ne vais pas tirer sur l'écureuil, ça ne fait aucun sens. Mon amie Guylaine, première chose qu'elle fait, elle tire l'écureuil. Puis j'étais comme, toi, tu as un gun dans les mains, puis la première chose que tu penses, c'est tuer l'écureuil, genre. OK, c'est bon, c'est correct. Fait que, tu sais, comme tout le monde peut faire les choix qu'ils veulent, hein? Comme Oui, ça. Dans génial. les jeux vidéo! Dans les Oui, jeux vidéo! le- nous ne supportons pas le tuage d'écureuils. Non, c'est ça. Ni les génocides. Non, oh mon Dieu. Je suis content qu'on ait pu dire ça ouvertement aujourd'hui. Quelle plateforme. Euh, deuxième race que je trouve qui mérite un shout-out dans Mass Effect, les Asari. Euh, Très similaire aux Gem, donc dans la manière où est-ce qu'ils sont vus comme une race monogenre. Les SRE ne sont pas spécifiquement identifiés comme des femmes, puis en fait sont souvent vus comme s'assignant des rôles interchangeables de mère et de père. C'est une structure qui est, en fait, c'est une société qui est structurée autour de différents, voyons, comment je dirais, archetypes, c'est comme des différentes. T'es un peu plus ton travail que autre chose. Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, ça, c'est vraiment une société qui se structure en termes de matriarches, puis de différentes. C'est ça. On utilise des mots féminins. Par contre, la manière dont toute leur espèce fonctionne est non binaire. Dans le sens qu'une Asari peut avoir, parce que de la façon qu'ils ont des relations sexuelles, c'est compliqué à expliquer, mais une Asari peut faire un enfant puis avoir des relations sexuelles autant avec des hommes que des femmes. Puis Oui, ça va créer des enfants les deux. Puis parce que ils c'est à peuvent. travers une connexion psychique, genre. Oui, exactement, c'est compliqué. Puis mais les Asari, ils peuvent-tu le faire entre eux autres? C'est juste ça que j'ai oublié Oui. où ils ont Non, ils peuvent besoin. le faire ils peuvent OK. le faire en deux autres. Parce que je pense que je me mélange avec un autre jeu où ils ne peuvent pas le faire entre eux autres. Il faut absolument qu'il y ait une autre race pour une raison ou une autre. Là. Mm. En tout cas, c'est une autre Mais histoire. les SRE, par contre, sont encouragés à reproduire en dehors de l'espèce des SRE parce qu'ils considèrent qu'attribuer un autre bagage génétique puis générationnel vient enrichir leur espèce. Oui, parce que automatiquement, même si une Asari fait un enfant avec un humain ou avec une autre race des aliens, ça va toujours donner un Asari, mais avec des particularités différentes. Mhm. Puis, une chose qui est très intéressante aussi à noter dans
pour les SRE, je pense que c'est c'est littéralement juste comme tu peux facilement le manquer dans les Mass Effect, mais ça se passe dans Mass Effect 2, si je ne me trompe pas. C'est sur une planète, là, justement, où il y a comme une coupe de places qui se passe. Bref, c'est pas important. Dans le bar, un moment donné, il y a comme une Asari qui est comme une danseuse, parce qu'il y a beaucoup de Asari qui sont des danseuses dans les Mass Effect. Oui. Puis, elle est en train de danser pour un bachelor party, puis comme tous les aliens qui sont là, comme tu as un humain, un salarien, un Krogan, puis ils commencent à décrire comment est-ce qu'elle est belle, puis tout ça, puis tu réalises que comme, ils voient toutes que l'humain voit une Asari qui a des similarités humaines, le salarien voit une Asari qui a des similarités salariennes, puis comme dans le fond, c'est comme si les Asari avaient le pouvoir de te faire penser qu'ils te ressemblaient à toi pour Ouais. pouvoir justement te séduire et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est Je suis sûr important qu'ils ont là-dedans. des phéromones, là, puis des affaires de même. Mais c'est ça, mais tu sais, une chose qui est comme super importante dans les SRE, c'est justement l'idée avec comme ils peuvent se reproduire psychiquement, ils ont des pouvoirs biotiques, fait comme on sait pas à Ouais. quel point est-ce que l'illusion va, genre. C'est vrai, c'est vrai. Puis, Mais moi, en fait que même ce temps, serait je ne ça. sais pas, je ne triperais pas vouloir, je triperais pas une SRE parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, leur corps est gluant. C'est peut-être les tentacules sur la tête. Mais peut-être, je ne sais pas, mais dans ma tête, leur corps est gluant. Demande-moi pas Euh, pourquoi. ben écoute, je supporte ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont gluantes dans les Mass Effect, incluant les Anar, tu sais, les espèces de jellyfish roses, là. Ouais. Mais Oh moi, ma mon Dieu, race ça c'est préférée gluant. va rester les Elcor. Oh mon Dieu, Ceux qui disent leur émotion quand ils parlent, genre. Je, ravi, je... j'adore. sais, ils disent leur émotion avant de dire la phrase parce qu'ils ont une voix monotone, genre. Oui, C'est vraiment très, très cool. Bref. j'adore ça. Pour conclure, je pense que n'importe quel type de représentation de la communauté queer, je vais toujours être down. La représentation en tant que telle, c'est super parce que n'importe quelle représentation nous permet donc d'explorer le sujet puis de pouvoir le visibiliser, en fait. Puis le Oui. visibiliser, ça aide autant pour les personnes non-binaires qui peuvent finalement se reconnaître à l'écran ou ailleurs que pour un auditoire cisgenre qui peut finalement démystifier, en fait, ces réalités-là. OK. Puis, de toute manière, en fait, toute manière où le genre est déconstruit dans les médias, ça permet de déstigmatiser en fait la déconstruction du genre. Puis ça, je pense que c'est à célébrer de toute façon. Cela dit, j'aimerais quand même dire que autant que j'adore explorer le genre d'une manière non humaine, je dois dire un mot d'avertissement, que c'est une pente très glissante parce que ça nous permet aussi d'identifier la non-binarité comme étant quelque chose de déshumanisant, comme étant quelque chose à stigmatiser en tant que tel, Que quelque si on est chose qui ne nous non-binaire, ressemble pas. que si on est non-binaire, on n'est pas réellement humain, là, ce qui Oui, n'est pas nécessairement le cas. ben c'est ça. On reste tous des personnes humaines qui s'expriment notre genre différemment. Parle pour toi. Euh, ben, OK. On est tous des ratons laveurs qui expriment notre, notre genre différemment. Je pense que c'est important de garder en tête alors qu'on consomme ces différents types de médias-là que euh, C'est tout de la même à prendre avec un déshumanisation, bémol. oui, c'est exactement ça. Prendre avec un grain de sel. Fait que c'est tout. Wow! Écoute, ça devient tout exactement au moment où c'est le temps de terminer l'épisode. Mais quelle magie! Quel, wow! C'est rare Wow, que ça fait ça. je sais. Donc, sur ce, écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes épisodes sur un conseil slash recommandation de la semaine. C'est quoi le conseil slash recommandation de la semaine que tu aurais pour nous aujourd'hui? Écoute, je te dirais qu'en ce moment, je consomme beaucoup, beaucoup de musique qui s'appelle du groupe Vitamin String Quartet. C'est en fait de la musique pop de nos jours là, qui est remis en fait à travers un quatuor de violon et de contrebasse et tout. Ils ont fait la musique pour l'émission Bridgerton. C'est vraiment très, très catchy. Puis honnêtement, c'est fou à quel point ça te donne l'espace de penser dans l'autobus quand il n'y a pas de parole dans ta musique. Je Moi, vous recommande ça, c'est très inspirant.
Puis si on n'aime pas ça, penser. Ben, je te recommande la musique, il y a des mots de bord. Ou, en fait, non, je te recommande du gros électronique. Ew! Non, 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 non. Et moi, je vais y aller avec mon conseil du jour, de la semaine, en fait. C'est si vous aimez les chiens, faites-vous soigner. C'est mon conseil de la semaine. Et je suis entièrement sérieux. C'est ça le pire. Et on se revoit la semaine prochaine alors que nous découvrons les joies de la traite de vache. Wow!